Alors ce soir, c'est un événement un peu spécial puisqu'on va vous présenter un court-métrage que Rintaro a réalisé en 2023 et qui va vous présenter. À la suite de ce film, il y aura une discussion avec Morgane Di Salvia, qui est rédacteur en chef de Spirou et qui discutera avec notre invité de ce soir. Et c'est aussi à l'occasion du Festival d'Angoulême que Rintaro est venu en Europe, en France et puis maintenant en Belgique. Oui. Christelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors il y a quelques années, je ne vais pas dire exactement combien, Shoko Takahashi, qui accompagne ce soir Rintaro, est venu me voir avec une idée de bande dessinée. Une bande dessinée, mais par un auteur qui n'était pas un auteur de bande dessinée, puisqu'il s'agissait déjà de Rintaro. Rintaro qui m'avait déjà dit d'ailleurs à l'époque, je ne voyagerai qu'une seule fois et je ne reviendrai plus. Et depuis, il est tous les 6 mois à peu près en Europe. Et donc, Shoko avait cette idée, puisqu'elle est amie depuis longtemps avec Rintaro, elle est elle-même spécialiste de l'audiovisuel japonais, me disait qu'il avait une vie extraordinaire, etc. Alors évidemment, on n'a pas dû me le demander 2 fois, étant né à l'époque, il y a un moment déjà, comme tout, la génération des 45-50 ans, en fait, on a tous été baignés par ces dessins animés qui venaient du Japon sans savoir qu'ils venaient du Japon. J'étais devant ma télé pour le premier épisode d'Albator. Et de Goldorak et de tous les autres, évidemment. Et Albator, moi, il suffit de voir Albator à l'écran et ça y est, mon petit cœur se remet en route. Et donc, évidemment, quand Shoko est venu avec cette proposition absolument dingue, puisque Rintaro a 83 ans, il est né pendant la Seconde Guerre mondiale, et il raconte toute sa vie, pas la première, pardon, il est là, il va me tuer. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il va nous raconter effectivement toute cette autobiographie qui décide en plus de dessiner en bande dessinée alors qu'il n'en a jamais fait. Alors évidemment, le dessin, il connaît, mais la bande dessinée, la narration, la façon de raconter en bande dessinée, il ne connaît pas. Et donc, je trouve ce projet complètement fou et évidemment, je l'accepte. Et on découvre à travers cette bande dessinée qui s'intitule Ma vie en 24 secondes par image. Vous aurez compris la référence. On raconte évidemment toute sa vie à travers aussi toute l'histoire en fait de l'animation japonaise, puisque vous le verrez si vous la lisez et vous allez l'entendre ici, depuis Le Serpent Blanc, qui est le premier film auquel il a participé, mais aussi la série animée Astro Boy. Il a travaillé avec les plus grands, dont Tezuka, Otomo. C'est jusqu'à Metropolis, en passant par le fameux Albator. En fait, on découvre toute l'histoire de l'animation japonaise, toute son évolution aussi, puisqu'elle a connu une énorme évolution pendant toutes ces années-là. Et donc, vous verrez, c'est absolument passionnant. Et c'est encore plus passionnant de les entendre. Et donc, je vais appeler sur scène. Voilà, Rintaro d'abord, évidemment, qu'on applaudit. Voilà, Shoko Takahashi qui l'accompagne et qui va nous aider à comprendre. Et puis Morgane, évidemment, qui vient débattre avec eux. Voilà, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Donc, il y a cette bande dessinée dont on vient de parler, mais il y a aussi ce film, ce court-métrage qu'on va regarder maintenant, donc, qui s'appelle Nezumi Kozo Jiro Kishi. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le film et la bande dessinée, peut-être ? Bonsoir. 83 歳、バンドデシネ新人のリンタロウです。Alors bonsoir, je me présente, je suis Rintaro, un auteur de bande dessinée débutant de 83 ans. それではこれから皆さんに見ていただく22分かな3分かなの短編ですけど、これはアニメーションですけど普通のアニメーションとは全く違います。というのはこれからお話ししますが、
日本のサイレント映画からトーキーの映画の時代にとんでもない天才の監督が一人現れました。山中貞夫という監督です。この 3作しか残さないで、当時日本は戦争の最中で、残念ながら戦地で亡くなりました。28歳で。この監督に対するオマージュで作ったのがこの今日の作品です。Alors ce soir, donc le court-métrage que vous allez découvrir ce soir, c'est un film qui dure 22-23 minutes. Et c'est un film en fait que j'ai réalisé en hommage à un réalisateur, mais de génie, qui est apparu à l'époque de passage du cinéma muet au cinéma parlant. C'est vraiment un réalisateur mais génial qui s'appelle Sadao Yamanaka. Aujourd'hui, on ne peut voir que 3 de ces films puisque tous les autres films ont disparu parce que pendant la guerre, la plupart des films japonais ont disparu. Et lui-même, donc il a dû partir en guerre et malheureusement, il est mort donc très jeune, à l'âge de 28 ans. Et j'ai absolument voulu rendre hommage à ce cinéaste génial. 今ここで通訳をしてますけど、実はこの作品のアソシエイトプロデューサー高橋翔子です。Alors Shoko qui est en train de traduire mes propos, en fait, elle est aussi une des productrices de ce film. 彼女がこの作品を見て一言言ったいい言葉があるので、それを引用しますね。つまりこれはアニメーションなんだけど、山中貞夫への恋文だと、そういう言い方をしました。Et je me souviens très bien de la phrase qu'elle m'a dite quand elle a connu ce projet. Elle m'a dit qu'en fait, ce n'est pas un simple film d'animation, mais c'est une lettre d'amour que j'adresse au cinéaste Sadao Yamanaka. そういうことで皆さんには密かに恋文を見ていただくと、そう思って楽しんでいただければと思います。Et donc ce soir, j'espère vraiment que vous appréciez ce film comme si vous lisiez la lettre d'amour que j'écris à Sadao Yamanaka. 映像的には非常に江戸時代の浮世絵のスタイルを使った作品です。Et graphiquement, j'ai été très inspirée par le style graphique de l'époque d'Edo, notamment les ukiyo-e et les estampes. ではどうぞ楽しんでください。ありがとう。Bonne projection. Morgane, un mot sur la rencontre qui suivra la... Oui, donc on aura la chance de discuter pendant 1 heure après la projection en compagnie de M. Rintaro et de passer en revue quelques épisodes de sa vie qui sont racontés dans la bande dessinée après la séance. Et après la rencontre, il y aura une séance de dédicace. Donc, vous pouvez acheter et faire dédicacer la bande dessinée dont on vient de parler juste avant, après la rencontre. Voilà. On a assez parlé. Bon film, bonne discussion et puis bonne soirée. Hein. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous avons la chance de pouvoir passer les 60 prochaines minutes en compagnie de Rintaro. Vous avez pu découvrir sa dernière création. Mais Rintaro a une très longue carrière dans le cinéma d'animation dans son pays, le Japon. Et je suis sûr que vous avez tous déjà vu au moins une de ses créations. Il y a quelques jours est parue cette bande dessinée, parce que oui, c'est une bande dessinée, c'était important pour Rintaro. Il vous l'expliquera plus tard que ça prenne la forme d'une bande dessinée, où il raconte sa vie. Et pendant les 60 prochaines minutes, nous allons parcourir des morceaux de cette vie à travers un fil rouge que nous avons défini ensemble en préparant cette rencontre. Dans le livre, dans la bande dessinée, que vous découvrirez certainement après cette conversation, Rintaro explique que pour lui, le cinéma, c'est une histoire de rencontre. Et nous avons choisi ensemble, en sa compagnie, d'évoquer 6 rencontres importantes de sa vie. La première rencontre, celle par laquelle nous allons commencer, c'est finalement la rencontre avec la passion de son père. Rintaro ne vient pas d'une famille où le cinéma était un métier, mais par contre, son père en était passionné.
Et la première question que je voudrais vous poser, Monsieur Rintaro, comment avez-vous rencontré la passion du cinéma de votre père? 僕の父親は本当に映画を目指して映画監督になりたかったという、父親です。しかしこの父親の時代に日本は太平洋戦争という戦争に入りまして、父親は海軍に行くことになります。ですから当然その自分の夢はとりあえず中断しなければいけない。で戦争から帰ってくると、僕がいて弟がいてという、今度は家族を食べさせていかなきゃいけない。で食べさすためには映画の仕事ではとても食べさせていけないということで映画を断念していくんですね。で断念して自分の人生というか家族を養っていくという最初は父親でした。Mon père, c'est quelqu'un qui avait une très grande passion pour le cinéma et lui-même, il voulait devenir réalisateur de cinéma. Mais malheureusement, quand il était jeune, la guerre s'est éclatée. Donc, c'était l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui-même, il a dû partir à la guerre. Il a été incorporé et donc, il est parti avec la marine. Et du coup, il était obligé d'abandonner son rêve. Et quand il est revenu de la guerre, il y avait déjà moi et un de mes petits frères. Et donc, il était obligé de nourrir sa famille. Et donc, il a dû abandonner son rêve. 僕は東京生まれですけど、当時東京はもう米軍の大空襲で多分やられるだろうと。それで田舎に越してました。疎開というんですね。そこへ父親が帰ってきて一緒に生活するようになった時に、父親は常に日頃映画ということを常に喋ってました。Et à l'époque, donc pendant la guerre, j'étais encore petit et à Tokyo, il y avait vraiment des risques des bombardements. Donc ma famille s'est réfugiée à la campagne comme plein d'autres. Et donc j'ai vécu mon enfance à la campagne et c'est là où mon père est revenu de la guerre, donc après la fin de la guerre. Et depuis son retour, il n'arrêtait pas de parler du cinéma. そう言われても4、5歳の僕に映画というものは見たことがないから分かんないんです。ところがある時、僕は8歳の時に初めて映画というのを田舎の学校の巡回映画で見ます。Et donc j'avais 4-5 ans quand mon père est revenu de la guerre et même si il me parlait du cinéma, en fait je ne savais pas ce que c'était parce que je n'avais jamais vu un film et c'était un peu plus tard, donc c'était à l'âge de 8 ans que j'ai découvert pour la première fois le cinéma parce qu'il y a eu une projection organisée dans la cour de l'école primaire à cette donc, campagne où on était réfugiés. その時に初めて、見た映画がロシアの映画です。石の花という、バレエでも有名な石の花というのを8歳の時に見て、父親が言うのは映画というのはこういうもんだろう。初めての驚きで、そこから僕の心の中に映画という魔物が住むようになったということです。Mon tout premier film était un film russe qui s'appelle Fleur de pierre. Et c'est une histoire, donc c'est une conte russe qui a été adaptée aussi en pièce de ballet classique. Et donc j'ai découvert le cinéma avec ce film à l'âge de 8 ans. Et en découvrant, j'ai enfin compris ce dont mon père parlait. Et donc j'ai compris que c'était ça, ce dont il parlait. Et j'ai découvert avec beaucoup d'étonnement et depuis la magie du cinéma habite toujours en moi. Merci pour toutes ces explications sur le début de la découverte de la passion qui vous a uni aussi à votre père. Arrive un moment où vous avez envie, vous aussi, de faire du cinéma et vous commencez à carrément fabriquer votre outil pour faire du cinéma. Preuve que la passion a été transmise. そうですね。そういうことになると思うんだけど。Oui, c'est ça, on peut dire ça. Est-ce que vous pouvez expliquer au public comment vous avez fabriqué votre premier outil de cinéma, ce qui est raconté dans la bande dessinée? その後東京へ戻るんですけど、東京へ戻っても非常に学校が大嫌いで勉強が嫌いで映画というものばっかり見てました。それで、当然、街の中では漫画を見て
映画を見る子供は不良少年だと言われて、僕はレッテルをちゃんといただきました。Et après, donc après la guerre, ma famille est revenue à Tokyo. Et donc j'ai repris mes études à l'école donc à Tokyo, mais je n'aimais pas l'école. Et donc je passais mon temps à lire des mangas et à voir des films. Et à l'époque, lire des mangas et voir des films était mal vu. Et donc j'ai été traitée de voyou. 自分では映画の夢を捨てた父親がやはり映画だけは見ました。フランス映画とイタリア映画。Et mon père avait abandonné son rêve de cinéma, mais il continue à voir des films. Donc il voyait des films français, italiens au cinéma. で僕は父親12歳ぐらいの時に父親に連れられてフランス映画、イタリア映画を初めて外国の映画を見ます。Et donc, c'est à l'âge de 12 ou 13 ans que j'ai découvert les films français italiens parce que mon père m'a mené au cinéma pour aller les voir. で特にイタリアネオリアリズムという映画で苦い米という映画がありました。Et j'ai été très marquée par le film italien Riz amer, un des films italiens de néoréalisme. その映画の主役の女優さんはシルバーノ・マンガーノという大女優です。L'actrice principale de ce film est une très grande actrice italienne qui s'appelle Silvana Mangano. とにかく目が僕はもう目が覚めるように食い入るように映画を見ました。というのはシルバーノ・マンガーノのまずおっぱいの大きさ、それからお尻の大きさ、太ももっていうのを見せられて、父親がもしたら僕を性教育のためにこの映画を連れてきたのかと思うぐらいのすごい映画でした。Et j'étais impressionnée par le charme de cette actrice et surtout ses seins énormes et aussi les fesses et très volumineux et aussi les cuisses. Et en regardant ça, je me suis dit, est-ce que mon père ne m'a pas amené au cinéma pour l'éducation sexuelle? そんなことがありまして、自分でやっぱり映画を作りたいなという思いがその辺から自分の中に芽生えてきたっていう。En tout cas, je pense que c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à avoir envie de faire à moi-même des films. ところがその映画ってそうそう作れないんで、要するにランタンマジックって言ったかな、幻灯機を自分で作ろうと思って工作の時間から板を盗んできて自分で見よう見まねで幻灯機を作ります。Mais évidemment, pour un enfant, réaliser un film, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, j'ai décidé de fabriquer une lanterne magique moi-même, qui est donc, pour moi un outil de cinéma. Et donc, j'ai volé quelques planches de bois de l'école et je me suis mise à fabriquer une lanterne magique. 僕の映画狂いというのはそこから始まったということですね。Voilà, c'est comme ça que je suis devenue fou de cinéma. C'est également à cet âge-là, et c'est une des premières séquences importantes de la bande dessinée, que votre père vous dit cette phrase qui vous marque, que vous reproduisez plusieurs fois dans le livre. Le cinéma, c'est un jeu entre l'ombre et la lumière. Pourquoi cette phrase vous a-t-elle particulièrement marqué et vous a servi de guide, en tout cas dans la bande dessinée? 映画を見終わった後一緒に父親と帰るんですけど、父親はなぜか見た映画に感動してて、僕に言うとでもなく、実は映画というのは一番大切なのは光と影だと、これが映画なんだということを口癖のように言ってて、僕自身はまだ12、13歳ぐらいなんで、父親が光と影って言ったって分かんないわけですよ。でも言葉だけがちゃんとその時は自分の中に残ったということを記憶しています。Alors, souvent, donc, après avoir vu le film, on prenait le chemin de retour et c'est là où mon père disait cette phrase, le cinéma, c'est le jeu entre l'ombre et la lumière. Et peut-être il se dit à lui-même cette phrase. Et il répétait cette phrase. Et j'avais 12 ou 13 ans, donc évidemment, j'étais trop jeune pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais cette phrase m'est restée. で自分でもそのテレビアニメーションとか作るようになってから
初めて父親が言った光と影というのが具体的にこう少しずつ分かりかけるというのは、ものの光と影っていうのもある。でも同時に一人の人間の中にある光と影っていうのもあるんだと。つまりそのいろんなドラマの中の光と影がこう織りなすことによって映画というのが成り立つんだっていうのが少しずつ分かってきた。Et beaucoup plus tard, j'ai commencé à travailler dans le milieu de télévision et de cinéma et j'ai réalisé beaucoup de séries télé. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre de manière concrète ce que cette phrase voulait dire, donc le cinéma et le jeu entre l'ombre et la lumière. Et en fait, quand on parle de l'ombre et de la lumière, évidemment, on parle de l'ombre sur les objets et les parties éclairées. Mais ce n'est pas juste des choses matérielles. Il parlait en fait de facettes chez chaque personne, c'est-à-dire toutes les personnes ont la partie claire et la partie sombre. Et donc il parlait aussi de l'ombre et de la lumière, de l'intériorité de chacun. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. La deuxième rencontre importante, nous avons promis 6 rencontres, voici la deuxième, c'est celle de Osamu Tezuka, qui est considéré, et déjà à l'époque, comme le dieu du manga, vraiment un personnage extrêmement important de la bande dessinée au Japon. Comment rencontrez-vous Osamu Tezuka? これは運命というと大げさかもしれませんけど、手塚治虫という人間をまず後ろ姿を遠くで見たのが12歳の時に、自分の家の前のバス停に立っていた一人の人物がいるんですね。興味がある、ベレー帽をかぶってスケッチブックを持って必ずバスを待っている。それを僕の友達が見て、あれが鉄腕アトムの手塚治虫だよって言って、初めて手塚治虫というのをまず見たのが12歳の時ですね。それからその次に手塚治虫を僕は見るのは、僕がアニメーションとして東映動画というところに初めてアニメーターとして入った時に、その東映動画に手塚治虫が訪ねてきた。でそれも遠くから垣間見て、手塚さんだっていうのが2度目です。Alors, ma rencontre avec Tezuka, c'est un peu comme un destin. Donc ça remonte assez loin. La première fois que j'ai vu Tezuka, enfin plutôt j'ai aperçu Tezuka, c'était quand j'avais 12 ans. En fait, il était là, il attendait le bus à l'arrêt du bus en face de chez moi. Donc il était là avec son béret et un cahier à dessin dans ses mains. Et il attendait tranquillement le bus. Et un de mes amis m'a dit que c'était lui, Osamu Tezuka, le fameux mangaka de Astro Boy. Et la deuxième fois que j'ai vu, donc toujours j'ai aperçu Tezuka, c'était quand j'ai commencé à travailler au studio Toei Doga, qui est l'actuel Toei Animation. Et à ce moment-là, donc on n'a pas discuté, mais je l'ai vu parce que Tezuka est passé au bureau. 日本にはことわざで2度あることは3度あると言って、3度目の手塚治虫が僕にとって重要なキーワードになります。Alors, il y a un proverbe japonais, je crois qu'il y en a en français aussi, quand les deux choses arrivent, il y a forcément une troisième fois. Jamais 203. Jamais 203. Et donc, voilà, et donc il y a eu la troisième rencontre avec Tezuka. と言いますのは、さっき皆さんにお話ししたように、不良少年ですから、不良少年がそのまんまアニメーションの世界に入ると、不良社員というレッテルをまたいただくことになります。Alors tout à l'heure, je disais que quand j'étais petit, j'étais traité de voyeux, mais en fait, à partir du moment où on est traité comme ça reste à vie. Donc quand j'ai commencé à travailler au studio, j'ai été traité de salarié voyeux. 要するに作っているものは仕事としてはやるんですけど、作品としてはちっとも面白くない。ちっとも面白くないから遊ぶ方が面白いんです。というのは僕その時16歳ですから。で16歳で遊び盛りでつまんない映画を作ると、
この面白くもなんともないから非常に会社からは評判が悪くて不良社員という非常に嬉しいレッテルを貼られたということですね。J'ai commencé à travailler vraiment très tôt. Donc, j'ai entré au studio à l'âge de 16 ans. Et je trouvais que les films produits par Toei étaient vraiment ennuyeux. Et donc, je disais ça et je ne voulais pas travailler avec du sérieux pour ces films-là. Et donc, à cause de ce mauvais comportement, la direction m'a traité de voyeux et j'étais assez contente de cette appellation. でも一つだけ自分の中にははっきりしてるのはそういう不良社員でいながらも映画のシステムっていうのだけはちゃんと頭の中へ勉強するように言いました。例えば編集室行って編集の仕方を見る。それから撮影で撮影の仕方ってどうなのかとか見る。録音のところで音楽はどういう音楽を入れて技術はどういうんだ、そういうのだからきちんと4年間の中できちんとやりました。でも不良社員でやがてクビになりそうになったんですね。Oui, c'est vrai, j'étais peut-être pas sérieux, mais j'ai vraiment profité de ces 4 années au studio Toei Doga. En fait, Toei Doga faisait partie du grand studio de Toei, donc plutôt, qui produisait plutôt des films de prise de vue réelle. Et donc, ces 4 années m'ont permis d'apprendre toute la fabrication, toutes les chaînes de fabrication des films de prise de vue réelle. Donc, j'ai beaucoup observé comment ils faisaient le montage pour la prise de vue, l'enregistrement de son, comment ils faisaient la musique. Donc, tout ça, en fait, même si j'étais traitée de voyeux, j'ai vraiment tout appris au studio. 手塚治虫っていう人も若い時からアニメーションをやっぱり作りたくて、で手塚治虫がアニメーションに憧れたのはウォルト・ディズニーがまだ世界をようやく出てくる頃です。その手塚治虫が自らのスタジオを作ろうと、虫プロダクションというスタジオを作るんです。で僕みたいな人間に声をかけてくれて虫プロへ来なさいと言って僕は東映動画をやめて虫プロへ渡る。それが3度目の手塚治虫です。Et un jour, Tezuka a vraiment voulu créer son propre studio. En fait, il aimait beaucoup, il s'intéressait beaucoup à l'animation et il aimait beaucoup Disney. Donc, il a voulu créer son studio. Et pour ça, il a sollicité des jeunes, donc dont moi. Et c'est comme ça que j'ai fini par le rencontrer vraiment cette fois-ci. Donc voilà, ça c'était ma 3e rencontre avec Tezuka. Est-ce que c'était une équipe de voyous, tous ces animateurs que Tezuka recrute? Parce que vous le racontez avec beaucoup d'humour dans le livre. Vous étiez tous très jeunes et même Tezuka n'avait que 33 ans quand il a créé ce studio. Et donc vous êtes des rebelles de l'animation, c'est comme ça qu'on doit vous qualifier? 不良じゃない人もいましたけど、Certains étaient quand même sérieux, donc non voyeux. でも今おっしゃる通り、あの時鉄腕アトムを作るのは全員僕らはほとんど20代です。で手塚さんが33歳。非常にもうまだまだパワーあるけど遊びたくてしょうがない人間が、ただ一つ言えるのは僕たちはみんなある意味じゃなんだろう、アニメーションという仕事があったから生きてこられたようなところあるんですね。サラリーマンできませんから、みんなサラリーマンもできない、何をやっていいか分かんない、でも絵が好きだ、そういうのが集まって、鉄腕アトムを作ったということですよ。Comme c'est vrai, comme tu dis, en fait, toute l'équipe de studio de Tezuka, on était vraiment jeunes. La plupart avaient une vingtaine d'années. Tezuka lui-même, il avait 33 ans. Donc, on voulait vraiment s'amuser puisqu'on était jeunes. Je peux presque dire qu'on a été tous sauvés par l'animation parce qu'on était vraiment incapables de travailler dans des entreprises sérieuses et on était passionnés par les dessins. Donc on s'est réunis pour faire de l'animation ensemble.
Alors, c'est l'époque où Astro Boy devient le premier grand dessin animé extrêmement populaire pour la télévision, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris le récit. Et vous êtes des petits voyous peut-être, des rebelles, mais vous travaillez énormément. Dans le livre, vous racontez des nuits entières sans s'arrêter. C'est assez fascinant, la force de travail. Qu'est-ce qui était votre moteur ? いや原動力を聞かれると何が原動力か分からないんですけど、とにかく自分たちが今初めてテレビという媒体で自分たちの作品がオンエアされるんだというのを目標にしてひたすらただ作り続けた。で作り続けるとほとんど24時間寝ていない、あるいは2週間3週間お風呂へ行かない、それから疲れた場合は机の下に頭を入れて寝る。で手塚さんも同じようなことをする。もう日本で今言えばブラック企業ってありますけど、ブラック企業の最たるものですね。Moi-même, je me demande quelle était vraiment la force motrice pour travailler autant. Mais vraiment, je ne sais pas donc, quelle était donc, cette force. On était simplement, oui, on travaillait pour un seul but, c'était de faire cette première série d'animation. Et donc, on voulait absolument que cette série soit diffusée à la télévision. Et donc, on voulait voir, en fait, ce résultat. Et donc, vraiment, juste pour cette raison qu'on travaillait acharnément. Et donc, souvent, on ne dormait pas. Donc, on travaillait 24 heures sur 24. On ne se lavait même pas. Et on dormait parfois sous les bureaux. Et Tezuka faisait la même chose. Il vivait aussi comme ça. Alors, aujourd'hui, ce genre d'entreprises sont vraiment sont mal vues. Enfin, c'est pas autorisé. Et donc, oui, c'était vraiment une société représentative des mauvaises sociétés d'aujourd'hui. Alors, vous avez justement parlé du fait que vous ne vous laviez pas pour tenir cette cadence de production exceptionnelle, mais dans la bande dessinée, vous racontez qu'un des marqueurs du succès de Astro Boy à la télévision, c'est que les bains publics, qui étaient très populaires pour les enfants à ce moment-là, après l'école, se vidaient totalement à l'heure où on passait le dessin animé à la télévision. C'est vrai, ça ? そうですね。実際には自分たちの作ったものがどういう反響なんだろうっていうのは全く分からないわけですよ。でオンエアされてみたら視聴率が 40% ぐらい最初から取るんです。で毎回 40%、50%、テレビ局の半分のパーセンテージを取っていく。そうした時に、オンエアされているのが大体6時15分からですから、夕食の時間なんですね。で夕食の時間にやってますから、子どもたちは夕食の前にまず銭湯行ったりするわけです。で銭湯行って、お風呂ですね。まだ廃線の間もなくの日本ですから、そんなに個人の家にお風呂がない共同浴場ってのがある。そこに行ってみんな子どもたちはお風呂入ってご飯を食べるんです。でちょうど時間がお風呂行ってる時間なんで、お風呂屋さんに全部子どもがいなくなったというぐらいの、本当に実際にそういうことがありますけどね。Pendant la production, pendant la réalisation, en fait, on n'avait aucune idée de la réaction des téléspectateurs, parce que c'était vraiment la toute première série. Et une fois que la série Astro Boy a été diffusée, en fait, le résultat était excellent. Donc, le taux d'audimat était 40%, voire 50%. Ça veut dire que la moitié des téléspectateurs regardaient Astro Boy. Et la série était diffusée à l'heure de dîner pour les enfants, donc à 18h15. Et juste avant, les enfants avaient l'habitude de prendre le bain au bain public. En fait, après la guerre, dans les foyers, il n'y avait pas encore le bain, donc les gens avaient l'habitude d'aller au bain public pour se laver. Et comme les enfants, tous les enfants voulaient absolument voir Astro Boy, ils n'allaient plus au bain public à cette heure-ci, et c'est pour ça que les bains publics étaient vides. Quelle est
Qu'est-ce que vous avez appris pendant toutes ces années au cœur du studio de Osamu Tezuka? Quelle est la plus belle leçon que vous a donnée ce grand maître du manga et donc cet inventeur de l'animation pour la télévision? そうですね、やっぱり自分たちの最初に作った第1話がこれだけ大きな反響が呼んだということで、まず自信は持ちますね。そして僕個人はやっぱりどんどん自分の中の映画というものに目指していく演出の仕方をずっとしてました。でみんなそれぞれがみんなそういうことをやってるんですけど、基本的には何なんだろう、やっぱり情熱の一言ですよね。情熱が突き動かして日本のアニメーションのオープニングリーダーの作品をちゃんと作り切ったという、これはやっぱりはっきり言えることですね。Comme je vous disais tout à l'heure, on n'avait aucune idée de la réaction des téléspectateurs, mais finalement, on a compris que les gens ont adoré cette série. Donc oui, on a finalement eu confiance en eux. Et après, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la mise en scène, et notamment sur la mise en scène cinématographique. Donc, comment je peux pratiquer la mise en scène cinématographique dans les séries télé. Et tout à l'heure, donc, on a parlé de moteur. Et maintenant que je pense, c'était vraiment la passion. C'est seulement parce qu'on avait une passion folle qu'on a pu travailler comme ça. Et c'est pour ça qu'on a pu être leader d'opinion à l'époque. 一つだけ簡単なエピソードを言いましょうか。 Je vais vous raconter une petite anecdote. 本当にみんな寝ない時間が多いんですよ。寝たくても寝られない。そういう時に一人、制作進行つって現場の進行さんたちが若いのがいるんですけど、この人たちが作ったフィルムを現像場へ届けなきゃいけないわけです。現像場ってのはかなり遠くなんですけど、その現像場へ行くのに車で行くんです、持って。でところが行ってしばらくした時に、高橋というやつなんだけど、高橋ってこの人も高橋さんですけど、高橋が川に落っこったって言うんですよ。でみんなで慌てて行ったんです。そしたらそばに小さな川があるんですけど、居眠り運転しちゃってそのまま川へ突っ込んじゃうんですよ。そんな大きな川じゃないんですけど、でみんなで探しに行った時にびっくりしたのは、その彼が水浸しにここまで入ってるんですけど、フィルムだけではここに持ってたんです。上げて水に当たらないよね。だから眠いのが半分落っこった、でも半分眠いんだけど大切なフィルムだけは水にさらさないようにこうやって上げてたっていうのがね、象徴的ですよ。Donc on dormait à l'époque, on travaillait vraiment 24 heures sur 24, donc on ne dormait pas. Et l'équipe de production devait transporter des pellicules, parce qu'à l'époque c'était vraiment des pellicules. Et un des jeunes de département de production, un jour, il a dû transporter les boîtes de pellicules à un labo. Et il a conduit la voiture, mais évidemment, comme il n'avait pas dormi, il s'est endormi en conduisant. Alors, il s'appelait Takahashi, et d'ailleurs, mon interprète aussi s'appelle Takahashi. Et il est tombé, donc en conduisant, il est vraiment tombé dans une rivière. Et heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Mais en fait, quand on a su, toute l'équipe est allée le chercher, plutôt donc le sauver. Et quand on est arrivé, il était là, donc vraiment moitié trempé. Donc il avait l'eau jusque-là, mais il avait des pellicules, mais vraiment il soulevait des pellicules pour que les pellicules ne soient pas trempées. Et pour moi, cette scène est symbolique parce qu'on travaillait, on était fatigué, mais la priorité, c'était l'œuvre. Et donc, même s'il dormait à moitié, il a vraiment tout fait pour sauver la pellicule. Extraordinaire histoire, extraordinaire, héroïque. Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'arrêter de travailler dans le studio avec Osamu Tezuka et de fermer ce chapitre de votre vie? そうですね、虫プロを辞めることになった理由は、鉄腕アトムというのを初めて作ってからテレビの商業主義の花形に出ちゃうんですね。アニメーションが相当やっぱりこの商業主義になるということで、一気にあらゆる
テレビ局が全て一気にアニメーション作り始めるんです。もう戦国時代だと思っていただければいいんです。Et en fait, une fois que la série Astro Boy a connu un très grand succès, et du coup tout le monde a compris que ça pouvait vraiment marcher commercialement, et toutes les chaînes de télé se sont mises à produire des séries, et c'est devenu donc la période des concurrences a vraiment démarré. そういう中で別の若い漫画家のものがどんどんアニメ化していく。でしてた時にやっぱり手塚治虫の持っているパワーがちょっとやっぱりペースダウンしていく、そんなような状況がまず一つありますね。Et donc beaucoup de productions, enfin beaucoup de maisons de production, beaucoup de chaînes ont commencé à adapter les autres mangas que ceux de Tezuka. Et donc la production de Tezuka, enfin avant donc il produisait beaucoup, mais ça commençait à ralentir le rythme. それでやっぱりどんどんそういう形になった時に虫プロダクションの中にはすでに300人のスタッフがいるわけですよ。この300人のスタッフを食べさせていかなきゃいけない。ところが虫プロダクションへの受注の作品がやっぱり少なくなっていく。という非常に経営が困難になっていっちゃうんですね。で経営が困難になって立ち直らないまんま虫プロダクションは倒産するという形も入ってあるんです。Et à l'époque donc où la production de Tezuka travaillait le plus, il y avait 300 salariés. Et donc, ça veut dire qu'il fallait absolument avoir suffisamment de travail pour nourrir ces 300 personnes, mais à un moment donné, ce n'était plus possible à cause de la concurrence de plus en plus dure. Et donc, Tezuka, la production de Tezuka a fini par faire faillite. 僕らはもう好きで作ってた。ところが好きで作ったものがその商業主義として花形になっていって、花形になるってことはイコール商業主義になったことによる悲劇が生まれ始めるんですよ。その悲劇が虫プロ倒産という方向へ行ってしまう。Alors qu'on a vraiment on travaillait avec la passion, mais finalement c'est devenu une industrie, c'est devenu une industrie commerciale, et du coup voilà la tragédie de cette transformation. Avant donc c'était la passion, mais finalement c'est devenu commercial, et finalement ça ne marchait plus, et le studio a fait faillite. 仲間たちはみんな見切りをつけて虫プロからどんどん去っていって自分たちの独立プロを作るんですけど、僕は虫プロの最後の最後まで残ったんですけど、やっぱりもうこれ以上はもう虫プロにいてもしょうがないって言って、僕はギリギリのところで退社したってことですね。La plupart de mes collègues ont quitté assez rapidement le studio pour monter leur propre studio, pour devenir indépendant. Moi, j'ai vraiment essayé de rester le plus longtemps possible. Donc, je suis un des derniers à quitter le studio. Mais finalement, moi aussi, j'ai fini par quitter le studio. Avant d'évoquer la troisième rencontre promise, celle avec le personnage d'Albator, Capitaine Harlock, dans la version originale de Leiji Matsumoto, je voudrais juste vous poser une petite question sur ce que vous évoquez brièvement dans le livre. Au début des années 70, en quelques cases, vous dites « je deviens un hippie et je vis une vie de hippie ». Et ça, tous les lecteurs de la bande dessinée voudraient en savoir plus, donc il faudra le raconter un jour. ヒッピーまがいだったんですけど、つまり鉄腕アトムの時からひたすら走ったんです。走る、とにかく走りまくった。もちろんその間に結婚もして子供もいるんですけど、とにかくそういう家族だとか立ち止まることを一切しないで、ひたすら映画に向かって走り続ける中で作品をいっぱい作ってきて、ある時ふっと立ち止まって振り返ってみると、自分は何をやってきたんだろうって急に思うんですね。家族もどっか放り出す、何も放り出す。でひたすら起こってきた自分は何だったんだろうって急に立ち止まっちゃうんです。で立ち止まった時に先へ一歩も出なくなっちゃった。でその時にあったのは遊ぶことだったんですね。で
遊んで六本木という場所でひたすら遊びまくったんです。En réalité, j'ai vraiment fait que travailler depuis l'époque de Astro Boy. Je me suis jamais arrêtée. Donc j'avais l'impression d'avoir couru, mais sans jamais m'arrêter. Et pendant ce temps-là, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je faisais jusqu'à maintenant, puisque je n'arrêtais pas de travailler. Et donc, à un moment donné, voilà, j'ai voulu tout arrêter et j'ai commencé à me poser plein de questions. Donc, c'était vraiment une période de remise en question. Et j'ai eu envie même d'abandonner ma famille. J'étais complètement dans une impasse. Et à ce moment-là, je n'avais qu'une seule envie, c'était de m'amuser. Et donc, j'ai commencé à fréquenter le quartier qui s'appelle Roppongi à Tokyo. Et vraiment, je passais mon temps à m'amuser. でその時ちょうど時代的には皆さんご存知かもしれませんが、ローリング・ストーンズとかそういうのが出るウッドストックっていうその時代です。でヒッピーがある。でそういうので六本木でそういう連中とこう知り合うようになってから、ほとんどもうなんだろう、ヒッピーまがいです。もう髪の毛がここまで伸びる、パンタロンを履くって、もう自分ではおぞましいぐらいですけど、そうやって何にもしないで、なんだろう、ただ俺たちはヒッピー風だということで、もうタバコ、大麻も吸ってる人もいましたけど、そういう中にいる心地の良さ、つまり余計なことをもう考えたくない、なんかそんなね、のが僕のヒッピー時代でしたね。でも今帰ればヒッピーにもなってない、ヒッピーもどきといいますか、そういうことをやってましたね、2年ぐらい。Et à l'époque, donc c'était même au Japon, c'était l'époque de Rolling Stones, Woodstock. Et donc je sortais avec des jeunes qui aimaient ce genre de musique. Et donc je voulais devenir hippie, mais sans réussir à l'être vraiment. J'ai laissé pousser mes cheveux, je portais les pantalons larges. Et si je pense, j'en ai honte aujourd'hui, mais j'étais comme ça. Et c'était ça me faisait du bien en fait de vivre un peu à la hippie. Et je voulais un peu fuir la réalité. Et donc, oui, j'étais en réalité un faux hippie. Et je ne réussissais à rien. Enfin, je ne réussissais à rien faire. Et d'ailleurs, je n'ai même pas réussi à devenir un vrai hippie. きっと何かを求めてはいたんだと思うんですね。認めていたんだけど、はたと目が覚める時が来て、目が覚めてみると結局自分にはアニメーションしかないっていうのがこう気がつくんです。でそこでやっぱりヒッピーもどきはやめて、一気にここバッサリ切って、でパンタロンも普通のジーンズに履き替えて、エドウィンのというように、もうコロッと次の日からまたアニメーション、なんかアニメーションというのを背負っていこうという覚悟の仕方をして。Et donc pendant 12 ans, je vivais un peu comme ça, mais c'est sûr que pendant ces 12 années, je cherchais une issue. Et tout à coup, un jour, c'est comme si je me suis enfin réveillée. J'ai compris que en fait, il ne me restait que l'animation. Et que la seule chose que j'avais, c'était le monde de l'animation. Et donc, du jour au lendemain, j'ai changé de vie. Je me suis fait couper les cheveux. J'ai arrêté de porter ces pantalons larges et j'ai commencé à porter le jean de Edwin. Et vraiment, j'ai pris la décision de retourner dans le monde de l'animation. それで第2のステップへ自分の中で入ったということです。Et c'est comme ça que je suis entrée dans la deuxième phase de mon histoire de l'animation. Cette deuxième phase est remarquable parce que c'est le moment où vous allez devenir le réalisateur d'une série de dessins animés parmi les plus célèbres de l'histoire mondiale du dessin animé, celle de Albator. Et ensuite, le long métrage de Galaxy Express, qui est aussi a marqué des générations entières.
Comment s'est passée cette rencontre? Comment vous confie-t-on ce projet assez formidable? 即すぐ今日ヒッピー辞めたから明日次からそういう仕事が来たということじゃないんですけど、仲間たちがいるんで仲間たちと一緒にテレビアニメーションなどを作っていくうちに、ハーロックという仕事が舞い込んできたんです。Alors évidemment, c'est pas le lendemain de jour, j'ai arrêté de vivre à la hippie, que j'ai eu tout de suite des commandes de cette série. Il y a eu donc cette période courte de transition. Et donc après la vie des hippies, j'ai recommencé à travailler sur des séries d'animation avec des copains. Et un jour, j'ai reçu donc cette proposition d'adapter Albator en série télé. 多分僕のその前の作品でいろんなその独特の音楽の使い方だとかカッティングっていう、カットのつながり方だとかいろんなものをやっぱり見ていただいたプロデューサーがこれでいこうということで多分声をかけてくれたんだと思います。J'imagine que le producteur qui m'a proposé la série Albator, il a dû voir mon travail pour la musique ou pour le montage des séries que j'avais réalisées et c'est comme ça qu'il est venu vers moi. そういうことで初めて原作を見たときにこれは俺がやるべきだと思った。Et c'est là que j'ai découvert l'œuvre originale d'Albator, que je n'avais pas lu avant. Et quand j'ai lu, je me suis dit, tiens, ça c'est l'œuvre vraiment qui est faite pour moi. Parce que quelque part, comme Albator, vous étiez un rebelle. Comme Albator, vous rêviez d'être une rockstar quelque part. Il y a des points communs entre ce personnage qui va vous faire connaître internationalement et vous. 多分そういうことだと思うんですけど、ハーロックを見たときにやっぱりアウトローですね。アウトローの格好の良さで、自分もアウトローというほどじゃないけど、不良少年不良社員やってきたからほぼ近いんだと思うんですけど、だからそういう意味で何かハーロックに自分を重ねられるキャラクターかなというんで、引き受けたのがやっぱり大きな原因ですね。Alors, c'est vrai que quand j'ai découvert le personnage d'Albator qui est un hors-la-loi, je l'ai trouvé vraiment très cool. Et moi-même, comme je disais, j'étais un voyou. Et donc, oui, j'ai trouvé forcément des points communs entre ce personnage et moi-même. Après Albator, donc vous vous penchez sur Galaxy Express, qui est une continuation de tout cela. Et là, vraiment, vous devenez un réalisateur de longs métrages pour le cinéma. Et c'est l'accomplissement d'un rêve de longue date. Il vous a fallu quelques années pour devenir réalisateur de cinéma, de metteur en scène de longs métrages. Comment vous vivez ce premier grand accomplissement après les années de court métrage? 正直そこへ行く前にハーロックを作ってて、僕はテレビアニメーションという30分の枠でものを作っていくのが自分のテンポにはすごく合ってるんで、長編アニメーションをやる気もなかったし、当時そんなに長編アニメーションはなかったんです。あったのはファミリー向けの春休みにやる長編アニメーションはありましたけど、大人向けはない。そうやった時に僕のハーロックを見て社長が、東映動画の社長ですが、銀河鉄道999をぜひ僕にやらせろというのがきっかけでしたね。Juste pour vous expliquer comment je suis passée de la série au long métrage de cinéma, c'est que donc j'ai réalisé la série Albator, qui est une série de télévision. Et le format, donc la durée était 30 minutes donc pour chaque épisode. Et j'aimais beaucoup en fait ce format. Je trouvais que le rythme de ce format me convenait parfaitement. Donc je ne cherchais même pas en fait à réaliser des longs métrages. Et de toute façon, à l'époque, il y avait très peu de longs métrages en animation.
les seuls films de long métrage en animation, c'était vraiment des films qui sortaient pendant les vacances, qui étaient destinés aux enfants. Et donc vraiment des longs métrages d'animation qu'on voit aujourd'hui n'existaient pas. Et c'est à cette époque-là que le patron de Toei Animation, qui avait vu ma série Albator et qui avait beaucoup aimé, et c'est lui qui m'a demandé de réaliser le long métrage Galaxy Express, et c'est comme ça que je suis passée au long métrage. でもう一つ大きく違うのは、それまでは長編アニメーションといってもファミリーもの、子供向けのものだったんです。でこの銀河鉄道999だけは要するに若者、それからできれば大人たちに向かったものを作りたいという、東映動画の挑戦ではあったんです。でそれをやることによってその後の日本のアニメーションもガラッと様相が変わるという大きなきっかけを作った作品であることは間違いないですね。Alors, ce qui était vraiment nouveau dans ce projet de Galaxy Express, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'alors, tous les films de long métrage d'animation étaient destinés aux enfants. Et le projet était très novateur parce que Toei a voulu produire le premier film d'animation destiné aux jeunes adultes, voire les vrais adultes. Et c'était un vrai challenge pour le studio. Et c'est vrai que le résultat, ce film a rencontré un grand succès et ça a vraiment révolutionné le monde de l'animation japonaise. で当時あれが生まれるんですね。ジョージ・ルーカスの「スター・ウォーズ」がちょうど出てくる頃です。でだから僕らは銀河鉄道999を作りながら目指す相手はジョージ・ルーカスの「スター・ウォーズ」です。Et à l'époque, donc, George Lucas réalisait Star Wars. Et donc, pour nous, notre rival n'était pas un autre film d'animation, puisque ça n'existait pas, mais c'était Star Wars de Lucas. 当然そのルーカスの「スター・ウォーズ」とは全く違うんですけど、この「銀河鉄道999」はもう一つあるのはアニメーションで初めてロードムービー、そういう狙いで作ったのが銀河鉄道ですね。De toute façon, notre film était bien différent de Star Wars de Lucas. Mais il y avait vraiment Galaxy Express était le premier cas pour plusieurs raisons. Par exemple, c'est le premier film d'animation qui est un road movie. Donc ça aussi, c'était un des challenges les plus importants. La quatrième rencontre que je vous propose d'évoquer, c'est celle que vous faites au tout début des années 80 avec un futur grand nom du cinéma d'animation qui s'appelle Katsuhiro Otomo. Et à ce moment-là, vous devenez quelque part le mentor d'une nouvelle génération de créateurs de films d'animation au Japon, parce que Otomo n'a pas encore réalisé Akira, mais il vous rencontre avant et vous l'accompagnez. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Katsuhiro Otomo? 僕は銀河鉄道999で興行成績は良かったんです。その時にある一人の出版社の社長からラブレターをもらったんですね。それが角川春樹という人ですけども、この角川春樹に呼ばれて、会った時に彼が要するにそれまではアニメーションといえども映画会社が作ってたんですよ。映画会社が作ってるんですけど、出版社が映画を作りたいっていうのは初めてのことなんですよ。その角川書店、その角川書店の角川春樹が自分もアニメーション作りたい、ぜひ一緒に作らないかって言って出たのが、平井和正の現場大戦っていう作品です。それは漫画じゃなくて小説です。 SF の。J'ai eu la chance de rencontrer un grand succès en termes de box-office avec Galaxy Express. Et après, donc, suite à ce succès, j'ai reçu une lettre d'amour de la part de patron d'une maison d'édition qui s'appelle Kadokawa. À l'époque, tous les films étaient produits par des sociétés de cinéma. Alors aujourd'hui, il y a des maisons d'édition qui
qui produisent des films, mais à l'époque ça n'existait pas, et Kadokawa est donc la première maison d'édition qui s'est mise à produire des films. Et donc Kadokawa est venu vers moi en disant qu'il voulait produire un film, donc le premier film, et il s'agissait de projet d'adaptation du roman qui s'appelle Armageddon, un roman écrit par Kazumasa Hirai. でそこでもちろん僕は引き受けましたけど、角川書店、書店が自ら数億円のお金をかけて映画を作るっていう大挑戦をするわけですよ。そうすると答える僕も何か挑戦しないといけないということで、キャラクターですね、アニメーションになるためのキャラクターをどうするかと。その当時まだ大友克洋というのはまだマイナーだったんです。マイナーなんだけど、僕は漫画家の中で唯一好きなキャラクターで、というのは独特のキャラクターを作る、その大友克洋を起用しようということから始まったんです。Et j'ai fini par accepter cette proposition, donc la proposition de premier film produit par une maison d'édition. Et comme cette maison d'édition, donc Kadokawa, a décidé de mettre quelques centaines de millions de yens pour son premier film, qui était donc un vrai challenge, moi aussi je voulais faire un challenge. Donc je voulais faire quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que j'ai décidé de solliciter Katsuhiro Otomo, qui était à l'époque un mangaka pas très connu. Mais il était presque un des seuls mangaka que j'appréciais à l'époque, et j'aimais surtout les personnages qu'il dessinait. 僕はもちろんキャラクターは、大友君が描いてくれることになって、当然今度は僕にとって重要なのは音楽ですよね。で音楽も何かちゃんとしたもっと違ったものにしたいということで、当時英国のレイク&パーマーっていうキース・エマーソン、キース・エマーソンをやってもらおうということで、声をかけたらキース・エマーソンもやってくれる。これで大体その作品のコンセプトが整っていって、あとはもうシャニムでみんなで作るというだけです。Et vraiment, je voulais que ce soit donc novateur comme film, et donc j'ai sollicité Otomo pour le design des personnages. Et après, je voulais aussi faire quelque chose de nouveau en termes de musique, et donc j'ai sollicité Lake and Parma, donc des Anglais, et notamment le musicien anglais Keith Emerson, et qui a accepté donc de composer la musique du film. Donc avec ces deux concepts, j'ai vraiment pu créer les grandes lignes de ce projet. そしてもう一つだけ作品が画期的なことをやったのは、当時アニメーションはそれまでのアニメーションのドラマの中の舞台っていうのは架空の舞台なんです。全部どこの町でもない架空なものなんだけど、この幻魔大戦は独特のそのエスパの最高の話なんで、リアリティを持たせなきゃいけないと思う。ということは、出てくる町はどっか架空の町じゃなくて、具体的に誰でも知っている町にっていうことで、僕は新宿から始まるんですね。で新宿から始まって、僕とか大友君が住んでる吉祥寺という個人的な町もあるんですけど、そういう具体的な町をアニメーションに取り組んだというのも、あれが最初でしたね。Et donc j'ai voulu vraiment faire de nouvelles choses avec ce film. Et il y a une autre chose que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de montrer le décor très réaliste. En fait, jusque-là, la plupart des films d'animation parlaient du monde imaginaire, et donc avec les décors complètement imaginaires. Mais l'histoire d'Armageddon, c'est une histoire de surnaturel.
Et donc, comme l'histoire est déjà tellement loin de la réalité, que j'ai voulu qu'elle se déroule dans un monde très réel et que je voulais montrer un décor, mais vraiment de manière très réaliste. Et c'est comme ça que j'ai pris la ville de Tokyo et surtout j'ai choisi le quartier de Shinjuku, même le quartier de Kichijoji à Tokyo où Otomo et moi-même on vit. Et donc voilà, je voulais montrer un quartier de manière concrète, de manière réaliste. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui dans des films d'animation japonais. Mais là, c'était vraiment la première fois que nous avons décidé de faire. Et c'est une histoire d'amitié qui dure depuis 40 ans, puisque Katsuhiro Otomo signe la préface de votre livre. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'on le trouve au générique aussi du court-métrage que nous avons eu la chance de voir en première partie de soirée. Oui, il a fait le design des personnages de Nezumi Kozo. Nous arrivons à la 5e rencontre annoncée dans notre conférence. Plus qu'une rencontre, c'est quelque part, vous retrouvez vos pères, votre vrai père et votre père spirituel à la fin des années 80 et puis début des années 90, 90. Parce que la vie vous avait éloigné de votre papa, de votre père biologique. Et puis la mort d'Osamu Tezuka forcément vous a coupé de votre premier mentor. Mais à cette période-là de votre vie, vous pouvez renouer avec votre père et entamer un projet extrêmement important, puisque c'est Metropolis, qui sera un long métrage marquant du début du XXIe siècle, inspiré par l'univers de Osamu Tezuka. C'est une période sentimentalement très importante pour vous, j'imagine. そうですね。僕メトロポリスを作る時ももうそれなりの年齢なんで、やっぱりこう自分の中で父親というのがこうはっきりしてくるんですね。なんとなくこう疎遠になってるところもあったりする。でも自分も年を取っていって自分も子供ができると、この子供を見る目はこれ父親の目なんだなと、僕も子供の時は父親はそういう目で見ていたんだなっていう、いろんなことをこう複雑だけど感じていくようになるんです。とした時に久しぶりにやっぱりもう一度父親というものと細かい話、いろんな映画の話をしてみたいという希望もあったんですよ。仕事に追われていく。で一方手塚治虫ともいろんな仕事をしながら虫プロが潰れていく時に僕が辞めますと言っても手塚治虫のちょっと悲しい顔をちゃんと思い出したんですね。À l'époque de Metropolis, en fait, je n'étais plus jeune, donc j'avais un certain âge. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à me poser des questions sur mon père. En fait, j'étais de plus en plus éloignée de mon père, mais j'ai voulu le retrouver, en tout cas renouer une relation avec lui. Entre-temps, moi-même, j'étais devenue père et donc j'avais un regard de père. Donc c'est ça ce qui m'a aussi fait penser à lui. Notre relation était bien complexe depuis toujours. Mais tout à coup, à cette époque, j'ai commencé à avoir envie de parler avec mon père du cinéma ou autre chose. Mais en même temps, j'étais très pris par le travail. Et à la même époque, je pensais beaucoup à Tezuka. En fait, quand j'ai quitté la production de Tezuka, Tezuka était bien triste de mon départ. Donc, je me souvenais très bien de son visage très triste quand on s'est séparés. ですから後になってみるとやっぱり父親それから手塚治虫っていうのは僕にとっては片方は父親ですし片方は大漫画家の手塚治虫ですけど、僕の中の映画を育ててくれた父親としてはこの手塚治虫と本当の生身の父親がきちんと残ってるなということは今でもちゃんと持ってます。Alors c'est vrai, donc pour moi, enfin, comme si j'ai deux pères, comme tu dis, donc mon père, donc mon vrai père, donc génétiquement parlant, même mon vrai père, et aussi un autre père, donc qui était Tezuka, qui m'a
oui, un père spirituel, mais qui m'a aussi appris à faire des films. Donc encore aujourd'hui, je pense que ces deux pères occupent une place importante dans mon cœur. Parce que le temps passe et donc on va déjà passer à la 6e rencontre importante de votre vie. Il y en a bien plus, évidemment, et je vous invite à les parcourir dans la bande dessinée. Mais c'est justement lié à cette bande dessinée. Vous rencontrez un éditeur, Kana, à qui vous proposez de raconter votre vie sous la forme non pas d'un manga, mais vraiment d'une bande dessinée. Le format, si je suis bien informé, était très important pour vous, que ça se rapproche d'une bande dessinée. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Kana et pourquoi ce format qui est très rare au Japon, ça n'existe pratiquement pas, des récits en bande dessinée sous cette forme-là? そうですね、まだ出来上がって今実感しているところで言えば、一言で言えば本当に人間って一人じゃなくて出会いで人生って変わっていくし、良くも悪くもそういう出会いで出来上がった本だとまず思ってるんです。En fait, maintenant que je vois donc, cet objet qui existe, et quand je vois ça, je me dis à nouveau qu'en fait toutes les choses sont faites des rencontres. Et ce livre aussi, c'est vraiment grâce à des rencontres que ce livre a été fait. もともとフランスのテレビアニメーションを作っている大変な素晴らしいスタジオがあるんですけど、そこから声がかかって僕の自伝をアニメーションにしたいという企画が最初に上がったんです。Alors, si je parle un peu de la genèse de ce projet, il y a longtemps, je discutais avec un studio d'animation français qui produit des séries télé. En discutant avec eux, on a parlé de projet de faire un film sur ma vie, donc un film sur ma vie. まあ今からそれが確か10年ぐらい前ですかね。で10年前ぐらいだとなかなかその長編アニメーションは企画はするもののお金を集めるのがいかに大変かということです。長編でアニメーションを作ろうとすると10億や20億お金がかかるんです。Mais il y a 10 ans, encore plus qu'aujourd'hui, monter un projet, des longs métrages d'animation était compliqué. Donc, rassembler tous les financements était compliqué parce qu'un long métrage coûte quelques millions d'euros. 僕が宝くじでも当たって大きなお金が集まれば作ったでしょうけど、それはないとして、でなかなかそう簡単には進まないときに高橋翔子もずっと通訳をやってたんで、その時彼女が言ったのは、せっかくだからこれをバンドデシネで書いてみたらどうっていう提案でスタートしたんです。Si j'avais gagné un loto, j'aurais pu avoir suffisamment d'argent pour produire ce film, mais évidemment, ce n'est pas arrivé. Et donc, le projet n'avait plus d'issue, il stagnait. Et c'est là que Shoko, donc, qui était déjà mon interprète depuis longtemps, m'a dit que c'est trop dommage de laisser tomber ce projet et il fallait en faire quelque chose et pourquoi pas de transformer ce projet en BD. 同時にパリにいる僕の友達がみんなそれは面白いよというのはなぜかといったら、パリにいる友達もみんな日本のアニメーションが好きで、何がその知りたいかといったら、例えば鉄腕アトムはどういう時代に誰がどういう形でテレビに載せたのか、そういうことをやたら知りたいと、どうしても知りたいんだと。ということで、だったらお前さんはその生き字引からベーデーを書くのは大賛成だよというのが後押しされて、書くことになったんですね。Quand j'ai commencé à penser à ce nouveau projet de BD, j'ai commencé à discuter avec mes amis à Paris. Et en fait, mes amis français aiment beaucoup l'animation japonaise et ils m'ont dit tout ce qu'ils voulaient connaître, l'histoire.
comment l'animation japonaise est née et comment la toute première série Astro Boy a été réalisée et dans quel contexte. Et ils m'ont dit, bon, bah, toi qui es encyclopédie vivante de l'animation japonaise, tu dois faire quelque chose. Et donc, ils m'ont aussi poussé à raconter cette histoire. もちろんバンドデシネって僕ら日本にいても大友克洋だとか大勢の仲間たちはみんな知ってるわけですよ。バンドデシネのやっぱりメビウスだとかエンキビラルだとか何千かは知ってるんで、バンドデシネそのものは知ってたんで、じゃあということで書き始めて6年書けましたね。Et le format de bande dessinée, c'est quelque chose que je connaissais parce que j'étais lecteur de BD. Il y a certains artistes japonais, dont Otomo, qui aiment beaucoup la bande dessinée. Et donc, je connaissais les œuvres de Moebius, d'Enki Bilal, mais ça n'a pas été facile de faire moi-même une bande dessinée. Et c'est pour ça que j'ai mis 6 ans à faire ce livre. でそれを具体的に出版してくれる素晴らしい編集者のクリステルがいたり、それから大勢の人がみんな応援してくれて、だから多分そういうみんなのパワーによって作品が成り立ったっていうのが僕にとっては大切なことです。Évidemment, pour que ce livre existe, il fallait absolument une maison d'édition et un éditeur. Et donc Christelle, qui est dans la salle, a voulu éditer ce livre et son équipe a beaucoup travaillé. Donc c'est vraiment grâce à toute l'équipe de l'édition, de la maison d'édition, donc de l'édition Kana, que ce livre a vu le jour. ニコニコ横で見ながらスケジュールがかかりすぎですよってチラチラ言われましたけど。Mais donc Shoko qui est à côté de moi n'arrêtait pas de me dire alors quand est-ce que tu vas finir, le temps passe et parce que oui j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. On a parlé beau. Le mot qu'on a dit le plus pendant cette soirée, c'était le mot rencontre. Et je pense pouvoir parler au nom de toute la salle pour vous dire que nous avons tous vécu une très belle rencontre à votre compagnie, Monsieur Rintaro, et merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Je crois aussi que vous avez encore un peu d'énergie pour quelques rencontres et signatures de votre livre qui vont avoir lieu juste en dehors de la salle. Si vous êtes toujours d'accord. Oui, bien sûr. 朝までやっても大丈夫ですから。 Je peux même dédicacer jusqu'au matin. Vous voilà averti. Un grand merci au Cinéma Palace, au Festival Anima, aux éditions Kana pour l'accueil. Festival d'Anima qui aura lieu donc du 23 février au 3 mars. Si vous avez aimé l'animation, il faut y aller. Voilà, vous pouvez descendre la sortie se fait par en bas de la salle parce qu'il y a une séance qui va commencer juste après. Donc voilà, ne traînez pas. Merci.